Salut Céline, Olivier, Philippe, venez me rejoindre ici, installez-vous, je garde cette place. Donc pour cette seconde controverse, alors on est peut-être un peu trop d'accord entre nous pour le moment, mais peut-être que là ça va changer, je ne sais pas, on va voir. Quelque chose me dit que peut-être ça va changer. Bâtiment ou occupant, c'est qui le patron ? C'est là aussi un titre provocateur choisi par le Glyphosate pour peut-être nous parler d'un conflit possible, je ne sais pas, entre le high-tech, le low-tech, l'architecte, l'ingénieur, et où est l'occupant dans tout ça. Et donc pour nous poser un peu le décor, Philippe Madec est parmi nous aujourd'hui. Architecte, urbaniste et enseignant, c'est une dimension qui compte beaucoup pour vous, de la transmission, expliquée, comme disait tout à l'heure Bernard Laponche, et on en a bien besoin. Moi j'ai repéré des titres d'articles de presse à votre sujet, Philippe Madec, l'archi-écolo, l'architecte, le poète et ostréiculteur. Ça m'intéresse, ce dernier point, mais bon, ça c'est un autre sujet. J'ai noté cette citation aussi que j'aime beaucoup de votre part. Nos engagements nous obligent à devenir libres. Voilà, à méditer. Vous avez eu de multiples distinctions, vous avez beaucoup évidemment de réalisations. J'ai noté notamment Via Vino chez nous, juste à côté, à Saint-Christol. Je n'irai pas beaucoup plus loin. Par rapport au sujet du jour, on va dire, sur le logement et l'habitant, peut-être aussi ce titre d'expo que vous avez travaillé dans le Finistère, à l'architecture au corps, qui a donné lieu à un petit livre, Les entrelacs du corps et du logis. Donc je pense que là, vous allez nous dire que peut-être on ne fait qu'un avec notre logement, mais je vous laisse la parole peut-être pour nous dire ce que vous ressentez. Voilà. Merci pour cette invitation et puis merci pour avoir expliqué aussi joyeusement l'histoire de votre association. Je me sens, en tout cas pendant le temps de cette présentation. Merci beaucoup. Oui, qui est le chef aujourd'hui ? C'est à peu près la question qui est posée. Eh bien, moi j'aime bien Hannah Arendt, cette philosophe qui a beaucoup travaillé sur la question de l'autorité et qui avait l'habitude de dire que dans les situations contemporaines qui sont de plus en plus complexes, où les gens changent, eh bien, il n'est plus intéressant de savoir qui a l'autorité, parce que tout le monde a de l'autorité, mais ce qui fait autorité. Finalement, un usager a l'autorité de l'usager, l'ingénieur celle de l'ingénieur, l'architecte la sienne, le maître d'ouvrage aussi la sienne. Et donc, la réponse, c'est Hannah Arendt qui la donne elle-même. Elle dit « ce qui fait autorité, c'est le projet partagé ». Et j'aime bien garder cette idée-là. Finalement, c'est quand nous réussissons tous à partager le projet ensemble que l'on peut aller très loin. L'enjeu, c'est de faire en sorte que l'usager soit là. Parce que le projet peut être parce que l'usager peut être dans le projet dès le début de l'histoire. Il n'est pas nécessaire d'attendre la fin pour qu'il soit là. Excusez-moi. Hop. Je mets mon petit chronomètre pour ne pas dépasser les 10 minutes. Donc voilà. En fait, il est absolument indispensable que l'usager soit là pour porter sa propre autorité. Donc ici, 15 ans avec 900 habitants dans un petit village breton, mais aussi dans des situations plus compliquées comme dans le 9-3, dans la banlieue où on forme des citoyens pour être avec nous, ou bien des petites balades. Je ne reste pas tard ce soir avec vous parce que je vais faire un autre diagnostic en marchant demain matin tout près de Bayonne. Et donc ici, vous voyez simplement des moments où on pose les questions tous ensemble de telle manière à savoir y répondre véritablement. Alors pour poursuivre dans le projet et pour revenir à cette question du corps et aussi du confort, je me suis attaché à un point qui est un point qui sert aujourd'hui à changer la place de l'usager dans l'histoire, dans son histoire habitée. J'ai pris l'histoire de la ventilation naturelle. Depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, je réalise des bâtiments en ventilation naturelle un peu partout en France, que ce soit
en Bretagne, à Mayenne, du côté de Lyon, tout près d'ici, Saint-Christol, sa salle de conférence sans chauffage, sauf un poêle à bois, en ventilation naturelle et avec un puits provençal. Mais aussi d'autres endroits, pas très loin non plus, parce que l'internat d'excellence de Montpellier, on s'y est aussi intéressé. Et vous avez là la dernière chose que l'on vient de terminer, qui est à Montendre, juste au nord de Bordeaux. La ventilation naturelle ramène à la question de l'espace, ce qui est finalement l'essentiel du travail de l'architecte. L'espace, c'est ce que l'on adresse à l'habitant, qu'on lui donne pour qu'il y vive bien. Et la ventilation naturelle, pour nous, c'est une certaine qualité de l'air, c'est un confort de vie, on n'entend pas le bruit des moteurs. Et c'est un rapport au climat. Parce que peut-être que le vrai chef, aujourd'hui, c'est le climat. Mais on peut parler de ça un peu plus loin. Donc des projets de ventilation, il y en a bien sûr sur les bâtiments de ventilation naturelle, il y en a bien sûr sur les bâtiments publics, peut-être le plus simple. Du coup, on s'est intéressé au logement. Ce qui est beaucoup plus passionnant parce que finalement, le logement, c'est ce que nous vivons le plus, c'est ce qui est l'endroit où on se console, et auquel on se confie. Mais on ne fait pas la même chose partout, évidemment, puisque le climat, peut-être le chef, on sait qu'il n'est pas pareil partout. On a réalisé ici à Saint-Nazaire les premiers logements en ventilation naturelle assistée, contrôlée, non hybride. Et j'ai choisi de le faire à Saint-Nazaire parce que c'est à Saint-Nazaire, comme un peu chez vous, mais avec l'Atlantique, il y a la mer et il y a la terre. Et quand il y a la mer et il y a la terre, il y a toujours un fond de vent. Parce que la terre et la mer n'ont pas la même température et finalement il y a toujours quelque chose qui se passe. On était sûrs ici d'avoir un fond d'air. Je vais revenir sur ça. Ici, des logements passifs où on était en mesure de couper complètement la ventilation. Le bureau de contrôle était d'accord. Le maître d'ouvrage nous a dit non, disant oui, non, mais mes locataires ne savent plus ouvrir les fenêtres. Et donc on ne prend pas le risque. On n'avait pas besoin non plus d'avoir des radiateurs, parce que finalement, avec notre système de ventilation, on avait le chauffage nécessaire en hiver. On a dit, on ne va pas mettre de radiateurs. Le maître d'ouvrage a dit non. Déjà que c'est du logement social, on ne voudrait pas qu'ils aient l'impression que c'est du sous-logement social. Donc on a dû mettre des radiateurs à cause de cet argument contre lequel on n'a pas réussi à se battre. Donc voilà ces logements à Saint-Nazaire, avec des cheminées qui sont faites par des chaudronniers de marine, puisque chaudronniers de marine, Saint-Nazaire, ce sont les paquebots qui sont construits à cet endroit-là et qui sont basés sur le fait qu'il y a de la lumière et des fenêtres dans toutes les salles de bain. Dans mon atelier, il est interdit de faire des logements sans fenêtres dans les salles de bain et vous verrez qu'aujourd'hui, on met aussi des fenêtres dans les logements collectifs dans les WC parce qu'il est assez indigne finalement de dire aux gens qui achètent des logements que l'on fait ou à qui on propose de vivre chez nous, vous vous levez le matin, parfait, vous avez commencé par 2 placards. Premier placard, le WC, deuxième placard, la salle de bain. Donc, penser à la lumière, c'est penser au confort. Évidemment, il vaut mieux commencer la journée avec une lumière naturelle que dans un placard, mais c'est aussi la possibilité d'ouvrir si nécessaire, et c'est toujours nécessaire, pour renouveler finalement cette qualité de vie. Récemment, on a poussé le bouchon plus loin pour la transformation de cette écurie en un logement, en décidant de ne mettre ni chauffage, ni ventilation mécanique. Donc ventilation naturelle, 100% naturelle, entrée d'air par les fenêtres que l'on ouvre ou par les bâtis au-dessus des fenêtres. Il n'y a pas de chauffage, donc ne me demandez pas la consommation. Puisque ici, on est dans un système totalement isolé, dans une boîte qui a on va dire, une inertie tout au long de l'année qui la rend très agréable à vivre. Donc voilà. En fait, tout ça amène à ce projet-ci et ensuite à une pensée de l'architecture. Sur ce projet, après avoir réussi celui-ci, en individuel, on s'est dit, allez maintenant, il faut qu'on fasse du logement collectif sans aucun système de ventilation. Pour toutes les raisons évoquées tout à l'heure. Et donc, on dessine des logements collectifs
traversant, parfois même 4 façades, deux façades opposées, et des fenêtres, y compris dans les WC et bien sûr dans les salles de bain. On est en train de l'étudier, on négocie avec l'État pour pouvoir réussir à le faire, mais voilà la dernière recherche qui est en cours pour ça. Et vous voyez que ce n'est pas juste une question d'ingénieur, c'est un vrai travail sur la qualité de l'espace, donc c'est un travail d'architecte aussi, mais c'est d'un architecte qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est pour le projet partagé et pas simplement pour son envie de faire. Parce que ces logements, ça c'est du locatif social, on les dessine avec les futurs locataires. Dans le même projet, il y a une coopérative d'habitants, évidemment pour la coopérative, on travaille aussi avec eux. Alors qu'est-ce que ça signifie pour l'architecture? Ça signifie que la chaleur, la lumière et l'air, c'est la même chose, c'est la même matière. Et se demander comment la chaleur, l'air et la lumière fabriquent l'espace, ça, c'est ce que notre métier doit réussir à faire aujourd'hui pour inventer des espaces plus fluides, des espaces poreux, des espaces qui créent une relation entre l'intérieur et l'extérieur, de telle manière que l'on soit dans une continuité totale poreuse entre l'intérieur et l'extérieur. Et je termine sur 2 diapositives et une 3e pour la fête. Avec mes amis, un ingénieur, Alain Bornarel, et une architecte, Dominique Gauzin-Muller, nous avons lancé le manifeste pour la frugalité heureuse. De telle manière d'utiliser peut-être un peu moins de techniques, un peu plus de matériaux biosourcés, faire attention au climat, penser des architectures bioclimatiques, etc. Et ce manifeste aujourd'hui atteint les 4500 signatures. Tous les jours, il y en a qui arrivent. Et vous voyez, ça vient de partout, sauf du centre de la France. Vous savez qu'il y a une diagonale de population où il y a moins de population en France, qui est cette diagonale. Le centre de la France, il y a peut-être moins d'architectes, je ne sais pas. En tout cas, il n'y a pas de réponse sur le centre de la France. Ça vient de partout en France et ça vient du monde entier. En fait, ce manifeste de la frugalité heureuse, que je vous propose de signer si vous en avez envie, en tout cas, allez le lire sur Internet, renvoie au fait que le peuple de l'éco-responsabilité, à mon avis, ce que nous sommes ici, tous, engagés finalement dans une éco-responsabilité, dans une autre manière d'être au monde, le peuple de l'éco-responsabilité se reconnaît, existe non pas seulement dans des réunions comme celle-ci, indispensables, mais aussi très largement. Souvent, ce sont des êtres isolés qui se battent et qui ont du mal à se battre. Il y a un monsieur qui a signé ce manifeste qui s'appelle Edgar Morin, notre philosophe et grand sociologue. Et il nous a mis un très gentil petit mot au moment de signer le manifeste. Il a dit « N'oubliez pas que quand il y a frugalité, il y a toujours des fêtes. » Et donc voilà, nous, on est assez pour relancer un nouveau calendrier républicain avec des fêtes frugales. Et je te propose que l'on invente la fête du soleil très vite. Merci. Merci Philippe. Voilà, vous pouvez revenir à nos côtés avec donc Céline et Olivier. Donc Céline Vacher, coordinatrice pôle transition énergétique à l'ADEME Occitanie. Transition énergétique, bâtiment forcément, plus de 40% au niveau des énergies, des impacts gaz à effet de serre. Et vous avez une position privilégiée puisque vous faites l'interface, on va dire, entre les grandes politiques nationales et régionales sur l'amélioration de l'habitat et leur application sur le terrain. Vous avez les retours aussi. Donc par exemple en région Languedoc-Roussillon, on a été précurseur avec Effinergie, ça rappelait bon souvenir avec Catherine. Effinergie, voilà, on a démarré le BBC ici avant l'heure et c'était aussi une aventure avec l'ADEME. Donc on a des résultats, j'espère, là, mesurables, contrairement au bois énergie dont parlait Christian Couturier tout à l'heure. Et ça nous permet peut-être d'imaginer des actions à venir. Donc par rapport à cette question du bâtiment occupant, c'est qui le patron? Un point de vue, une question. Bonjour. Donc juste avant puis je questionnerai Philippe Madec en fin d'intervention. Là, je voulais revenir. C'est vrai que
comme l'a dit Franck, on a depuis 10 ans accompagné un certain nombre de maîtres d'ouvrage dans la construction ou la rénovation de bâtiments, alors qu'on appelle exemplaires, mais notamment performants d'un point de vue énergétique. Donc à peu près 150 au niveau Occitanie, du bâtiment tertiaire, du bâtiment résidentiel. Donc ce sont des bâtiments qu'on a instrumentés, voilà, sur lesquels on a souhaité finalement avoir un vrai retour d'expérience. Quand on a démarré en 2007, notre objectif, c'était finalement de préparer le bâtiment basse consommation d'énergie. Notamment, on souhaitait savoir si techniquement et économiquement, on pouvait faire du bâtiment basse consommation d'énergie et surtout, quelles étaient les performances réelles de ces bâtiments. Voilà, donc sur ces 150 bâtiments, alors bien évidemment, on ne les a pas tous instrumentés. Et puis l'instrumentation, c'est la spécialité d'Olivier, donc il y reviendra. Mais c'est vrai que voilà, sur ces 10 dernières années, moi j'ai quand même vu un certain nombre d'évolutions et on a aussi tiré un certain nombre de retours d'expérience, voilà, que je voudrais vous livrer assez rapidement ici. Tout d'abord, oui, techniquement, c'est faisable de faire des bâtiments performants, voilà, d'un point de vue énergétique et d'un point de vue confort, sans forcément aller chercher des choses très compliquées, hein. On a les matériaux qu'il faut, on a les systèmes qu'il faut. Et c'est vrai que quand on a démarré il y a 10 ans, j'ai eu l'impression que finalement c'était un peu... les équipes étaient très attirées par les systèmes innovants. C'était souvent dans les bâtiments une superposition de technologies, avec finalement souvent derrière des contre-références parce qu'on n'a jamais réussi à régler tous ces systèmes entre eux. Voilà, donc sur ces dernières années, moi il me semble qu'on revient sur plus de sobriété et sur des choses beaucoup plus simples. Voilà, on est finalement peut-être moins attiré par la technique. Ensuite, un autre élément très important, c'est que pour avoir un bâtiment réussi, il faut y réfléchir le plus en amont possible. Voilà. Et ça nécessite, nous c'est un peu le message qu'on fait passer aux maîtres d'ouvrage, c'est que finalement il vaut mieux mettre un peu plus d'argent dans les études préliminaires, voilà, et finalement cet argent investi préalablement, finalement il rapporte souvent derrière en économie d'énergie, en confort, etc. Voilà. Alors ça appelle aussi sûrement une nouvelle façon de fonctionner dans les équipes, et c'est vrai que on a quand même vu beaucoup de projets où l'architecte et le bureau d'études ne se parlaient pas, voilà, ou se rencontraient à un moment où finalement c'était sûrement trop tard, voilà, pour optimiser vraiment le projet. Donc voilà, aller vers un projet performance, ça nécessite aussi une équipe qui fonctionne et qui réfléchit ensemble le plus en amont possible. Ensuite, un deuxième point, c'est le confort. On est parti bille en tête sur la performance énergétique, les consommations d'énergie. Et en fait, en climat méditerranéen, on s'est vite rendu compte que notre problématique, c'était pas tant le chauffage, mais bien le confort d'été. Donc là aussi, la nécessité d'avoir une nouvelle approche qui intègre la notion de confort. Alors je parle de confort d'été, mais finalement c'est aussi le confort au sens large, hein, et j'y reviendrai au travers des usagers. Troisième point, c'est bien évidemment la qualité de la mise en œuvre, qui a un impact direct sur les performances, avec là un enjeu important de mobilisation des professionnels du bâtiment. Et là, malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas encore complètement la réponse. Et puis, le dernier point, au travers de nos campagnes de mesure, même si un bâtiment a été très bien conçu, si tout est bien réglé, tout va bien, finalement, l'élément clé de cette performance, c'est l'usager. Voilà, alors l'usager, c'est l'usager au sens large, c'est-à-dire c'est l'occupant, mais c'est aussi les exploitants. Voilà. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que on a aussi, dans nos dispositifs d'accompagnement, renforcé ce volet en se disant que le bâtiment, ça n'est pas simplement un objet technique, c'est avant tout un outil au service d'un usage et qu'il faut que cet usager, non seulement il s'approprie le bâtiment, mais finalement il soit dans le projet de programmation, de conception, de réception et d'exploitation du bâtiment. Voilà. Donc bâtiment ou occupant, c'est qui le patron ? Moi, franchement, j'ai pas envie de parler de patron. On serait plutôt comme dans une coopérative, c'est-à-dire que finalement chacun participe à son niveau dans le projet, voilà, et c'est ce qui fait la réussite du projet. Alors, pour aller sur le questionnement, nous c'est vrai qu'on se félicite parce qu'on a accompagné 150 bâtiments. Franchement, 150 bâtiments, mais c'est juste rien. Rien par rapport au marché de la construction, rien par rapport à l'enjeu de la rénovation. Donc comment aujourd'hui, donc là on est tous des initiés, des avertis,
mais comment aujourd'hui le vrai enjeu, et nous c'est là-dessus qu'on pousse notre réflexion, c'est la question de la généralisation. Voilà. Comment on va pouvoir faire passer tous ces messages à l'ensemble de la profession, l'ensemble des maîtres d'ouvrage qui souvent ne raisonnent pas en coût global, ont besoin d'un chantier qui soit mené rapidement, ne souhaitent pas mobiliser les occupants et surtout pas leur demander leur avis. Enfin, voilà. Comment on fait évoluer les acteurs de la construction, voire même les citoyens, pour les amener à une prise de conscience, pour aller vers la généralisation de bâtiments performants, confortables et adaptés à l'usage pour lequel on les a conçus. Voilà, Philippe Madec, peut-être un élément de réponse, de point de vue. Après, on aura Olivier Sider après. Mais par rapport à ce questionnement qu'a Céline, de comment on peut passer à une échelle plus vaste et qui soit à la hauteur des enjeux, en plus, en ayant peut-être ces politiques un peu d'intégration des occupants, voire des exploitants, mais très en amont. Ça demande énormément de temps. Du temps, c'est de l'argent, etc. Comment ça peut marcher ? Olivier répondra mieux que moi sur la réhabilitation. Je te laisse très clairement aborder cette question-là. Vraiment, je crois qu'on n'y arrivera pas sans un effet de rupture. Que ce n'est pas en faisant de la transition qu'on va régler l'histoire. Je pense même qu'on est trop intéressé par la résilience et qu'on essaie de trouver des solutions de résilience et du coup on ne se pose pas les vraies questions, qui est pourquoi on en est là. Et le pourquoi on en est là, on sait tous que c'est lié à l'économie, donc arranger des économies de rupture et alternatives, c'est indispensable. Comment ces économies de rupture et d'alternatives entrent dans la fabrication du bâtiment, c'est l'autre partie à laquelle il faut qu'ils répondent. Quels sont les acteurs avec lesquels on a envie de travailler et d'engager ? Voilà aussi une autre manière d'y arriver. Alors, il y a les alternatives, mais il n'y a pas que les alternatives. J'étais à la fin de la semaine dernière à la mairie de Paris pour le salon Bio-Mimo, sur comment le biomimétisme peut aider à penser l'architecture et l'établissement humain. Et Jean-Louis Missica, le maire adjoint en charge de l'urbanisme de la ville de Paris, a clairement dit dans son fauteuil comme ça, et maintenant il serait temps d'interdire le béton comme le diesel. Et alors, pourquoi on ne le fait pas ? Pourquoi on ne fait pas passer l'utilisation du béton par une demande d'autorisation ? Parce que le béton est utile pour certaines choses. Mais la monoculture du béton est incroyablement catastrophique. Voilà, allons jusqu'au bout, faisons des ruptures, assumons des positions de changement. Autrement, je veux dire, c'est pas en réussissant chacun dans notre coin des innovations intéressantes qu'on va s'en sortir. Je pense vraiment qu'on a testé absolument toutes les innovations et qu'il serait temps qu'on passe à la massification de ces innovations. En d'autres termes, je repense à l'intervention tout à l'heure de Bernard Laponche. Il y a tout cet historique qui a été donné, 68. Il y avait un aspect contestataire au début. Il y avait derrière aussi quelque chose d'alternatif qui était proposé. Aujourd'hui, cette génération qui est là, avec nous, Olivier, Thierry Salomon, vous avez, je pense à Christian Couturier, Négawatt. Moi, j'avais noté des termes. Vous êtes sur effectivement quelque chose. Vous voulez rassurer peut-être. Je laisserai Olivier peut-être répondre à ce questionnement que j'ai moi du coup en retour. Pour être pris entre guillemets au sérieux par des dirigeants qui, Bernard Laponche l'a dit tout à l'heure, ne veulent rien entendre. Est-ce qu'il faut revenir à une contestation ? On a lancé le manifeste avec comme motif, maintenant on va arrêter de demander l'autorisation pour faire différemment.
On se met hors la loi pour faire évoluer la loi. Ça, c'est l'ICEB, c'est les documents du OFF du DD qui sont là-bas. Parce que si tous les prescripteurs, les ingénieurs, les architectes, et y compris les maîtres d'ouvrage, décidaient de prendre une position volontaire pour faire différemment, mais qui nous en voudrait? C'est comme pour l'agriculture bio, si tous les agriculteurs voulaient faire du bio, qui leur en voudrait? Eh bien, on peut aussi, dans le bâtiment, avoir une position volontaire de changement et ne pas penser que ça va venir du gouvernement. Donc sur cette question de la massification, on va peut-être y revenir. Donc j'ai interpellé quelque part Olivier Siedler qui est à nos côtés. Donc juste rappeler qui est-il pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Donc fondateur du bureau d'études Enertech, membre de l'association Negawatt, vous en êtes le secrétaire si je ne m'abuse pas. Donc comme Thierry Salomon, vous avez pu, on va dire, approcher le soleil des hautes instances pour des cercles de décision, en étant l'un des conseillers du Grenelle de l'environnement, avec quand même effectivement quelques succès sur la prise en compte d'éléments, au moins dans les objectifs, on va dire. Donc bâtiment ou occupant, c'est quoi le patron? Donc vous, est-ce que vous avez un point de vue par rapport à ça? Et peut-être une question et une réaction. Il y a beaucoup de choses à la fois là. On est effectivement peut-être légèrement sorti du cadre, mais c'est une question sociétale qui se posait au niveau du GFOSAT. Donc je pense que pour moi, on est dans le sujet. Imaginez que je vous dise que je n'ai pas de point de vue. C'est un vrai flop. Alors bien sûr, j'ai un point de vue. Bon, la position de Philippe, évidemment, c'est une position... C'est la troisième fois que je passe après lui dans un débat. C'est un poète et vous avez l'air d'un con quand vous êtes un ingénieur derrière parce que vous avez envie de dire, en tant que scientifique, c'est la remarque de Christian tout à l'heure, on se base sur des études, sur des campagnes de mesure, sur des choses comme ça et pas uniquement sur des ressentis. C'est ce qui va nous séparer. C'est ce qui fait que, par exemple, je ne peux pas accepter la question de la ventilation naturelle. Il y a des milliers de lignes qui ont été écrites, des mesures qui montrent qu'on ne peut pas le faire dans des bâtiments performants, étanches à l'air, etc. Bon, donc on en rediscutera, on va se redonner rendez-vous pour discuter. On ne va pas aborder le sujet là, il est trop technique, mais ça ne rentre pas dans mon schéma. Ce n'est pas possible, c'est tout. La question de l'occupant, j'ai lu plein de choses sur ça récemment. On disait, mais il faut que l'occupant soit associé au projet. Alors, tant qu'il s'agit de la lumière, etc., ça marche relativement bien, parce que je pense qu'il y a un consensus objectif entre l'architecte, l'occupant et même l'ingénieur. L'ingénieur va juste cadrer. Mais aujourd'hui, je pense que si on soulève ce problème, il y a trois raisons qui n'existaient pas vraiment avant. Parce qu'aujourd'hui, il y a effectivement un front de lutte entre... Les gens se plaignent, alors qu'il y a 20, 25 ans, on ne les entendait pas. Pour moi, il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'en passant les bâtiments de 200 ou 250 kWh de consommation de chauffage à 50, quand vous avez un dérapage de 20 kWh, ce qui est objectivement pas grand-chose, à 200, ça faisait 10%, personne ne le voyait. À 50, ça fait beaucoup en valeur relative. Et les gens disent, mais attendez, c'est quoi? Moi, vous ne m'avez pas promis ça, vous m'avez vendu un truc performant, il ne l'est pas. Le premier bâtiment très performant qu'on a fait, on ne l'avait pas dit au maître d'ouvrage. On avait une cible très performant en énergie. Nous, on était arrivé à 20 kWh de besoin, de consommation, pardon, pour le chauffage. Et on ne lui a jamais dit. Il attendait, je ne sais pas, 50. On a eu 25. On avait juste peur que si on était à 40, il nous invective, il nous insulte, il nous emmène au tribunal. Donc ça, c'est la première chose. C'est j'attends une performance, elle n'y est pas, pour une quantité toute petite, mais qui en valeur relative est importante. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, les bâtiments sont devenus tellement compliqués que alors, les usagers n'en peuvent plus, parce qu'ils ne sont plus maîtres de leur installation. Elle ne fonctionne pas, mais personne ne sait pourquoi. Et on a même vu un chantier dans votre région, on était KMO sur un lycée, où l'entreprise a quitté le chantier en disant cette GTC est tellement compliquée que ça ne marchera jamais, allez voir notre assurance, nous on s'en va. D'où l'idée qu'on a été beaucoup trop loin sur la complexification, mais avec aussi l'aide des occupants qui veulent que les choses soient relativement automatiques. Et l'affaire se mord la queue. Puis la troisième raison, elle vient de la loi de 79,
qui est dans le code de la construction, l'article 131.20, R 131.20, qui veut que la température soit de 19 degrés. C'est la loi et c'est le code de la construction. Essayez de ne pas respecter un autre article de ce code. Vous êtes en prison, vous avez une amende. Cet article-là, personne ne le respecte. Et ça, c'est un vrai problème, parce que nous, on est obligés, en tant que concepteurs, d'assurer ce qui est dans la loi. J'ai été une fois auditionné à l'OPEX, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques, et à la fin, on avait répondu à toutes les questions. Je leur ai dit, puisque vous êtes tous ça, les politiques, il y a un sujet, c'est la température. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez qu'elle soit respectée? Alors faites-la respecter. Ouais, non, on va pas mettre un flic derrière. J'ai dit, enlevez cette loi. Et à ce moment-là, qui construit un bâtiment décide, le maître d'ouvrage dit, moi je veux 21. On ne change pas la consommation résultat, c'est toujours 50 kWh par mètre carré. Vous voulez 21, vous isolez mieux. Ça me va très bien. Ça, c'est les trois grandes sources de dérapage, d'incompréhension entre les concepteurs et les occupants. Alors, nous, on sait faire des bâtiments qui sont effectivement très performants. Mais c'est comme une Prius. Prius, elle peut consommer 4 litres au 100, mais elle peut consommer 7 litres aussi. Et c'est la même chose dans les bâtiments qu'on livre aujourd'hui. On a donc besoin, comme Céline l'a rappelé, que l'usager joue son rôle s'il veut atteindre la performance. Or, on a besoin d'atteindre cette performance pour des questions évidemment majeures qui sont celles du changement climatique. On n'est plus libre comme il y a 50 ans. Ça, c'est fondamental. Alors, le meilleur projet qu'on ait fait, évidemment, où tout le monde a pu discuter, c'est nos locaux, les locaux d'Enertech. L'usager, c'était les concepteurs. On a pu faire ce qu'on voulait. On a fait un bâtiment qui est totalement low-tech. Il n'y a aucun asservissement. Il n'y a plus de chauffage du tout. Il a consommé 5 kWh d'électricité par mètre carré et par an pour tous les usages. La bureautique, l'éclairage, les serveurs, tout ce que vous voulez, les alarmes, le chauffage, parce qu'il y a quand même eu 2 kWh par mètre carré de chauffage, mine de rien. Il n'a coûté que 1 120 € hors taxe par mètre carré de chaude. Donc on a joint les deux, c'est-à-dire que c'est un bâtiment très performant qui coûte moins cher que les bâtiments strictement réglementaires. Et avec juste un pan de toiture en photopile, il a produit 10 fois ce qu'il a consommé. Voilà ce qu'on peut faire quand on discute avec l'usager, c'est-à-dire en l'occurrence nous-mêmes. Mais ça, je n'ai pas la possibilité de le faire dans des projets ordinaires. Quand je construis pour un bailleur social, je ne sais pas qui vont être les occupants. Et en revanche, quand j'ai travaillé sur des projets d'habitat partagé où les gens se connaissent avant, ce que j'ai observé, c'est que déjà, ils ne sont pas d'accord entre eux, notamment sur la ventilation, ça va te faire plaisir. Il y en a qui voudront des très grandes baies vitrées, d'autres qui ont compris que ça pouvait poser des problèmes de surchauffe l'été. Donc déjà, ils ne sont pas vraiment en phase. Je pense que c'est très compliqué de prendre en compte tous les aspects des futurs occupants. Déjà, on n'a pas la possibilité parce qu'on ne les connaît pas. Donc il faut quand même restreindre le débat à ce qu'il est possible de faire. Et je crois qu'il faut beaucoup de bon sens. Quand je dis aller vers le low-tech, c'est fondamental. Utiliser les matériaux biosourcés, c'est une évidence et c'est moins cher, je vous le rappelle. Voilà. Donc je ne pense pas qu'on soit en termes de guerre aujourd'hui, mais peut-être qu'il faut plus de bon sens dans la conception pour qu'il y ait moins de friction à la sortie avec les usagers. Juste une anecdote pour rigoler à la fin. Dans la ZAC de Beaune, j'avais vérifié tous les projets. Ils avaient dû tous faire de la simulation dynamique et notamment regarder le confort d'été. Il fallait que jamais on dépasse pendant plus de 40 heures 28 degrés dans les bâtiments. On met 3000 capteurs de mesure et on trouve un logement où une dame a 600 heures au-dessus de 28 degrés. On fonce chez elle en se disant on va trouver un cadavre dans un coin et tout. On voit une dame souriante qui nous ouvre. Et on lui dit, mais madame, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, moi, je suis au 3e étage, mais j'ai peur la nuit, donc je ferme mes fenêtres. Ah bon, c'est dommage, parce qu'il faudrait plutôt les ouvrir pour rafraîchir. Et la journée, j'ai des plantes vertes, donc j'ouvre en grand. Ah, c'est dommage, parce que justement, la chaleur rentre. Vous voyez? Mais elle était très heureuse. Mais voilà, nous, on a fait un système dans lequel c'est l'inverse qu'il faut faire. Et si vous faites l'inverse, dans le même immeuble, il y avait des gens qui avaient moins de 40 heures, plus de 28 degrés. Voilà. Moi, je ne sais pas faire après. Je sais concevoir le bâtiment, mais après, il faut quand même l'utiliser correctement. Et là, je ne pourrais pas dicter le comportement à tout le monde. Alors, il nous reste 5 minutes. Je ne sais pas si Philippe, dans la controverse, ou Céline, la controverse avec Olivier, sur
ça semble carrément impossible à concilier ce côté, on va dire, réglementaire d'un côté, le côté, on va dire, c'est vrai qu'un temps on n'a pas parlé, on n'est pas parti sur ce débat, vous aviez proposé même une solution unique, voilà, c'était autre chose, mais c'était sur une idée de massification, où c'est que, enfin, là c'est moi qui vais jouer au provocateur, on pourrait même partir sur une dictature en disant voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement, et c'est pour tout le monde, en adaptant légèrement peut-être à des climats, je suis volontairement provocateur, hein, où effectivement, où est la liberté individuelle? Et en revanche, comme vous l'avez indiqué là à l'instant avec cet exemple-là de la ZAC de Beaune, qui est une des références françaises en termes de performance énergétique, on peut avoir des résultats totalement catastrophiques parce que justement, il y a quelqu'un qui a un usage complètement déraisonnable, on va dire, si on se place d'un point de vue collectif, mais qui a sa liberté et qui est bien dans son logement. C'est compliqué. Il y en a peut-être dans la salle, mais moi, sur les derniers projets qu'on a accompagnés, on a vu apparaître un nouveau métier. C'est l'assistant à maîtrise d'usage, qui est là justement pour faire en sorte que l'usager... Ah ben, il y a quelqu'un qui lève la main. Oui, on prendra les questions après. Voilà, justement, qui est là pour voilà, s'assurer que l'usager soit bien intégré au projet. Très bien. Merci pour la transition. Alors peut-être Philippe sera amené à répondre dans le courant des discussions. Donc qui a levé la main par rapport à cet assistant à maîtrise d'usage? C'est par rapport à ça peut-être, hein? Ça, on va rester. Il y a un métier qui existe et ça a été le mien, c'est ergonome. Et l'ergonome, j'ai eu la chance d'être ergonome dans un projet hospitalier, l'hôpital de Houdan. Et en fait, les usagers qui étaient des professionnels, mais qui étaient aussi des malades ou des patients, ou qui étaient des gens qui étaient aussi au dispensaire, en fait, tous ont participé à l'analyse de leur activité et de leurs besoins. Et j'étais le média qui a rapporté les choses et qui les a fait aussi, qui a été obligé d'accepter des compromissions de toute manière. Voilà. Des compromis. On peut passer à la compromission. Je ne sais pas si ça mène une réponse. Sinon, comme tout à l'heure, est-ce que des personnes donc, veulent en 30 secondes exprimer ou une surprise ou une réaction, une proposition, une question? Voilà, lancez-vous. Bonjour, Simone Bascoul, CLCV. Je vous remercie, Monsieur Sidler, pour les propos que vous venez de nous apporter sur la complexité et le rôle de l'usager dans le bâtiment. Ce qui manque, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est la participation des usagers en amont des projets. Et chaque fois, l'usager rentre, le locataire, le propriétaire rentre dans son bâtiment, et puis là, il doit devenir l'expert climatique, il doit s'adapter à son bâtiment parce que il ne sait pas comment l'user. Alors c'est bien, on a inventé un métier, mais qui ne court pas les rues encore. Mais, mon Dieu, nous, en tant qu'association de consommateurs et d'usagers, ça fait des années qu'on demande aux maîtres d'ouvrage d'être associés à la réflexion en amont lorsqu'on a un projet de bâtiment dans le logement social, parce que c'est plus facile pour nous puisqu'on y est représenté, mais pour qu'on ne se retrouve pas à la fin ou à l'entrée dans les lieux ou à l'usage du logement avec des personnes qui sont démunies et qui ne comprennent pas comment se servir de leur logement. Et ce logement, il ne correspond pas toujours à leurs attentes. Alors si on avait travaillé en amont avec eux et avec les architectes, moi je voudrais, mon rêve, c'est qu'un architecte habite pendant 8 jours ou 15 jours dans un logement qu'il a bâti ou qu'il a conçu. Ça, ce serait le rêve. Voilà. Mais je vous remercie, monsieur, pour vos propos. Alors, il y a 2 cas de figure. Le premier, c'est les logements neufs. Comme je vous disais tout à l'heure, qu'on soit en logement social ou en logement privé, en immeuble, on ne connaît pas les futurs occupants. Donc on a affaire à un maître d'ouvrage, forcément, quand même, qui a lui son cahier des charges, qui sait ce qu'il veut, mais qui n'est pas l'occupant, ça c'est certain.
On n'a pas cette option. En revanche, il y a un deuxième cas qui correspond tout à fait à ce que vous venez de dire, c'est le cas de la rénovation. Et là, depuis 30 ans, franchement, normalement, les projets de rénovation se font avec les usagers, les architectes, tout le monde, on passe du temps avec eux, on discute beaucoup avec eux. Alors je ne dis pas que ça se fait partout, mais on ne peut pas non plus dire que c'est une pratique qui n'existe pas. Moi, je l'ai vu pour la première fois en 1979 à la Cité du Lièvre d'Or à Dreux. C'était impressionnant, toutes les cages d'escalier, discuter avec tout le monde, 600 logements. Voilà, donc on essaye de faire ça à chaque fois. De toute façon, sinon le projet n'est pas accepté. Il est rejeté, vous avez fait quelque chose de beau et c'est tout de suite tagué. Donc il faut que les gens s'approprient. Donc en rénovation, j'ai envie de dire, c'est obligatoire de consulter les usagers. Philippe, oui. Oui, c'est pas aussi caricatural que ce que vous avez évoqué à propos de la relation à l'usager. Il y a plein d'exemples extrêmement positifs. Tu viens de parler de la réhabilitation, où effectivement la réhabilitation en milieu occupé met l'habitant au centre même de la fabrication du projet, du rythme du projet. Mais quand vous travaillez pour une coopérative d'habitants, vous travaillez avec eux, pour eux, face à eux. Et donc, dans ce cas de figure-là, c'est réglé. La France n'a pas assez de coopératives. La loi commence à l'aider, mais augmenter le nombre des coopératives serait une très bonne solution pour répondre à une frange de la population qui n'est plus dans le social, qui ne peut pas accéder au privé. À côté de ça, il y a des maîtres d'ouvrage sociaux pour lesquels il y a la nécessité de parler avec leurs locataires. Je travaille en ce moment pour un bailleur social aquitain qui s'appelle Aquitanis. Je vous ai montré tout à l'heure le projet dans lequel il n'y a pas de ventilation mécanique, c'est pour eux. Et pour eux, ils désignent, sans le faire, puisque c'est hors la loi de désigner en avance les futurs locataires, ils désignent les futurs locataires et on dessine les logements avec eux. Autre cas de figure, ils font réaliser des structures extrêmement ouvertes qui permettent un aménagement aisé, aménagement qui se fait par les locataires quand ils arrivent. Autre exemple, toujours pour le même bailleur et avec un bureau qui s'appelle Construire. Construire, c'est Patrick Bouchin. Il réhabilite une cité où l'architecte s'est installé dans la cité pour 2, 3, 4 ans. Et c'est une jeune femme qui aide chacun des locataires à transformer son logement. Ce genre d'expérience, petit à petit, se déploie parce que je pense que ce que vous disiez est juste. Il est indispensable pour une bonne appropriation et un bon usage que l'usager soit là le plus tôt possible. Cela étant dit, je pense que nos professions, architectes, ingénieurs, abandonnons trop vite les usagers et qu'il faudrait qu'il y ait une mission, mais presque une mission dans le Code des marchés qui implique et qui rémunère l'architecte et l'ingénieur pour un certain accompagnement de l'usage. Il y a d'autres pratiques, dont une que l'on utilise systématiquement à mon atelier, qui est celle de faire un livret d'usage du logement. Parce que c'est vrai qu'avec la VMC, les gens ont un peu oublié ce que c'est que le volet, par exemple, à quoi ça sert. Comme vous l'avez dit, les responsabilités et les devoirs. Et notamment, nous, ça s'est traduit dans un document, je pense que Céline y faisait référence, que je pense primordial et qui est assez négligé aujourd'hui dans toutes ces opérations, que ce soit public ou privé. C'est le cahier des charges, c'est la phase de programmation. Et où peut-être que ce qui a fait la différence, c'est qu'on a réussi à partager notre envie et notre projet avec l'équipe de maîtrise d'œuvre au travers de ce document en y mettant beaucoup de matière qui peut-être leur permet, eux, de trouver, pour ceux qui le veulent, de la poésie, de l'humain et l'intégrer dans un projet plus technique.
Donc peut-être voilà, vous pouvez me dire ce que vous pensez de cette étape clé des projets, là, la programmation et les cahiers des charges. C'est obligatoire. Enfin, n'importe quel maître d'ouvrage doit remettre à ses maîtres d'œuvre un programme, ce qu'on appelle un programme, c'est-à-dire la définition de ce qu'il doit faire. Donc ça me paraît complètement normal que dans le cadre d'une coopérative comme la vôtre, ce qu'a dit Philippe, hein, il souhaite qu'effectivement ça se développe parce que les usagers vont construire pour eux. Alors ils se font aider par un maître d'ouvrage dont c'est le métier parce que lancer un appel d'offres, suivre le chantier, c'est pas forcément la tasse de thé des habitants. Mais la définition du programme est la leur. C'est leur métier, c'est leur boulot à eux, des habitants. Mais ils vont surtout discuter de la taille des espaces, de comment ils voient les choses, etc. Le débat qui est un peu épineux, tel que moi je l'ai compris, c'est plutôt sur les conséquences du projet énergétique. C'est pas sur les poubelles sont trop loin de ceci ou de cela. Ça devrait jamais se poser, ce problème-là. Ça devrait toujours être réglé, soit par un maître d'ouvrage qui a l'habitude et qui dit c'est comme ça que ça doit être parce que j'ai l'expérience, soit par des gens comme vous qui peuvent définir ce qu'ils veulent, quelle que soit cette opinion, hein, c'est leur projet à eux, et là ça fonctionne. Mais c'est la question énergétique qui pose problème. Il y a une opération intéressante sur Villeurbanne d'habitat partagé comme ça. Bon, moi je connais bien certains usagers, bien que le bâtiment soit livré depuis un moment, les enquiquinements, ils les ont toujours, notamment la complexité de l'opération, qui fait que aujourd'hui il y a des pannes, est-ce que c'est normal, qu'est-ce que tu en penses, pourquoi j'ai ça, pourquoi l'eau du chauffage est corrosive, etc., pourquoi ça se perce à tel endroit. Malheureusement, le mécontentement des usagers, il existe toujours. On ne va jamais l'éliminer complètement parce que les vraies causes, j'en reviens là, c'est la complexité des installations vers lesquelles on va petit à petit tous ensemble. C'est-à-dire qu'il y a une revendication de faire tout automatique, etc., et du coup, la technique, elle sait faire. Aujourd'hui, avec l'électronique, il y en a dans tous les sens. Et ça tombe souvent en panne, voilà. Mais le cahier des charges, ce que vous appelez le cahier des charges, ce que nous on appelle le programme, il est nécessaire et obligatoire même. Un architecte ne peut pas dessiner s'il n'a pas un programme. On va en rester là, c'est peut-être un peu frustrant. Merci à vous. Là aussi, merci, vous pouvez les saluer. Merci. Donc les sujets complexes, le mot complexité est revenu chaque fois, je l'ai retenu, le mot complexité est revenu chaque fois, complexité parce qu'il y a des facteurs humains, complexité technique, et j'ai aussi retenu quand même que finalement la simplicité, on y revient aussi. C'était le discours de Céline, c'était aussi le discours d'Olivier, et là-dessus je pense qu'il y a peut-être un élément de bon sens à retenir. Donc on arrive tout simplement à la fin de cette deuxième table ronde de controverse. Peut-être qu'il sera suivi d'autres débats ultérieurement menés par le GEFOSAT, sûrement.